Bonsoir à toutes et à tous, un plaisir comme toujours de vous retrouver sur Monaco Info. Voici le sommaire de cette édition. Cette semaine a été marquée par les terribles intempéries sur la côte méditerranéenne et plus particulièrement en Corse, où plusieurs personnes ont trouvé la mort. Notre invité Pascal Scaviner, prévisionniste météo, nous expliquera ce qu'il s'est passé. La rentrée approche à grands pas. Nous avons accompagné certains élèves de la Principauté pour les essayages de leurs uniformes qui vont les accompagner durant toute l'année. Un peu de douceur également dans ce journal avec la naissance d'un bébé flamant rose. Une grande première pour le jardin animalier. Nous retrouverons Laurent Peyronel, son directeur, à propos de la protection des animaux durant la canicule. Vous le savez donc, ces derniers jours, la côte méditerranéenne a été victime d'épisodes orageux d'une rare violence. En Corse, plusieurs personnes ont trouvé la mort et des dizaines d'autres ont été blessées. Le prince Albert II a d'ailleurs adressé une lettre au président du conseil exécutif de Corse, Gilles Simeoni. Une lettre dans laquelle il exprime sa profonde compassion à l'égard des conséquences dramatiques de ces violents orages. Le prince Albert II a aussi exprimé ses condoléances et témoigne aux familles des victimes, aux blessés et à toutes les personnes touchées par cette tragédie ses sentiments de profonde sympathie. C'est dans ce contexte que nous recevons notre premier invité, Pascal Scaviner, responsable prévision sur la chaîne météo. Bonsoir à vous, Pascal. Bonsoir. Première question donc sur le déroulement des événements. Comment ces orages se sont-ils formés? Pour la journée qui nous intéresse de jeudi, on surveillait cette évolution en émettant dans un premier temps une alerte jaune d'un niveau de risque important de dégradation avec des fortes pluies et des vents assez violents. Tout cela était lié un peu à un conflit de masse d'air avec une Méditerranée surchauffée, puisqu'on a eu régulièrement cet été, et on a eu encore ces derniers jours, des températures de l'eau de mer entre les Baléares, la Riviera et la Corse de 26 à 29, voire 30 degrés. Donc une Méditerranée surchauffée, beaucoup d'humidité stagnante dans l'amas de fer et un contraste thermique avec une masse d'air très dynamique qui arrivait par l'ouest. Donc, ce contraste favorisait le déclenchement d'une dégradation orageuse généralisée, assez importante, mais pas extrême dans un premier temps. Ces vents violents accompagnés de pluies diluviennes ont entraîné de nombreux dégâts humains et matériels, donc notamment en Corse. Météo France n'a placé l'île en vigilance orange qu'à partir de 8h30 en plein milieu de l'épisode orageux. La violence de ce phénomène n'avait donc pas été anticipée par les prévisionnistes. Comment cela se fait-il, Pascal ? Il faut reconnaître que c'est difficile, la communication est délicate, mais c'est sûrement un souci de communication qu'il faudra faire évoluer, je pense, dans les prochaines années, une communication sur la probabilité, la notion de risque, il faut qu'on intègre davantage dans la communication. Quand on lance des scénarios sur la base des observations intégrées dans les derniers modèles, on a au moins 20 scénarios possibles et on prend un scénario moyen. Or, le scénario sévère qui était prévu, on va dire, dans les dernières heures avant cette catastrophe, était un scénario minoritaire, à peu près 10 à 15%. Donc la difficulté, c'est est-ce qu'on va communiquer sur une situation dantesque sévère quand on a un scénario ou des scénarios minoritaires qui présentent cette situation extrême. C'est toute la difficulté, mais il faudra possiblement aller à l'avenir dans ce sens-là d'amélioration de la communication et surtout d'amélioration plusieurs jours avant. Le meilleur moyen de se prémunir de ces épisodes violents est donc l'anticipation en amont. Est-ce que les outils mis à disposition des météorologues le permettent vraiment ? Il y a des outils à faire évoluer. Il y a notamment l'outil d'alerte. Pour l'instant, les niveaux d'alerte jaune, orange, rouge n'ont pas évolué depuis 20 ans. On a des niveaux d'alerte beaucoup plus importants quand on se situe dans les régions qui subissent les cyclones, comme les Antilles. On monte à des niveaux d'alerte de violet, noir. Il faudra peut-être penser à cela, car quand on interroge un petit peu les gens, ils sont un petit peu perdus entre l'orange et le rouge. Et dans l'orange même, des fois, il ne se passe rien, des fois, il se passe des choses dantesques. Donc, il y a peut-être quelque chose à faire évoluer dans la communication au niveau des seuils d'alerte. Les outils qui sont à la disposition des prévisionnistes et des ingénieurs ont montré quand même leur performance globalement, si on se place dans les taux de réussite de la prévision probants depuis ces dernières années, puisqu'on a des modèles AIMAFIN qui sont capables de calculer des prévisions jusqu'à 2 km, mais il y a des situations qui sont difficilement prévisibles. Des rafales à 224 km/h ont été enregistrées en Corse du Sud. Ce sont des rafales à caractère de tornade qui sont absolument exceptionnelles, Pascal.
on est quand même sur une zone en altitude. On approche des reliefs corses, on est près du parc régional, on est à une altitude entre 700 et 800 mètres, bordé par des reliefs plus élevés, et on est aussi dans le prolongement du golfe de Porto. Donc, on a déjà un effet d'accélération du vent. Si on ajoute, comme vous disiez, les phénomènes tourbillonnaires de tornades qui surexposent la région, je ne dis pas qu'il n'est pas étonnant, mais il est propice à avoir des vents vraiment très, très tempétueux. C'est des records annuels. On n'a jamais eu des vents aussi forts sur cette région. Alors, une question se pose, doit-on clairement s'habituer à vivre dans ce genre d'extrême, c'est-à-dire des périodes caniculaires intenses suivies d'orages violents? Oui, c'est une des conséquences du changement climatique. On n'a pas eu au niveau de la canicule des phénomènes très extrêmes. On a eu une canicule durable, d'ailleurs, sur la région, sur votre région, sur la Riviera et la région monégasque. Ce qui a caractérisé vraiment cet été, ce sont surtout les nuits tropicales, les nuits où la température n'est pas descendue souvent en dessous de 21 degrés. On a une moyenne, par exemple, sur Monaco, au mois d'août, d'une température nocturne de près de 23 degrés. Ça veut dire qu'en moyenne, la température n'est pas descendue en dessous durant la nuit. Et avec des maxima qui ne sont pas caniculaires, on a une moyenne de 31 degrés voilà, sur la région. Donc, il y a ce niveau de chaleur qui est lié au changement climatique, mais à la fois des températures nocturnes tout en été et des maximums qui vont être une fréquence, mais difficile à aujourd'hui de dire précisément quand ça va arriver et à quelle fréquence. Mais bien sûr, il faut s'y préparer. Merci à vous, Pascal Scaviner, de nous avoir permis de mieux comprendre les épisodes orageux de ces derniers jours qui ont fait, je le rappelle, plusieurs victimes en Corse. Merci à vous. Depuis la rentrée scolaire 2019-2020, le port de l'uniforme a été généralisé à l'ensemble des établissements scolaires publics pour les classes de primaire. Alors que certains ont encore la tête aux vacances, d'autres se sont déjà penchés sur l'achat des nouvelles tenues. Deux stands sont ainsi installés dans la salle polyvalente de l'école Saint-Charles pour permettre aux élèves de faire leurs essayages. Un reportage d'Alexandra Pani et Sylvain Péroumal. Ils entrent d'un pas décidé pour acheter leur nouvelle tenue pour la rentrée scolaire. Les élèves de primaire doivent depuis 3 ans maintenant porter un polo blanc ainsi qu'un gilet bleu marine assorti avec l'écusson de leur établissement scolaire. Ce code vestimentaire uniformisé s'adresse aux élèves de CP au CM2. Dans la salle polyvalente de l'école Saint-Charles, ils peuvent récupérer les commandes passées via le site internet ou choisir directement sur place et surtout essayer leur tenue avant de les acheter car à cet âge-là, les tailles changent très vite. Le pack complet comprend 3 polos manches longues, 3 manches courtes et un cardigan. Il est proposé à 105 €. Nous avons 2 options. Les parents peuvent commander les uniformes sur notre site internet. Et nous avons aussi le vente direct ici pour 3 semaines. Je pense qu'au début, c'était un petit peu une différence parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir l'uniforme scolaire. Mais maintenant, tous les parents ont l'habitude, ils sont contents. C'est toujours facile parce que le matin, il n'y a pas de choix. C'est un polo et peut-être un gilet. Un gain de temps le matin. Et juste en face, les tenues rouges attendent elles aussi les élèves. Ces tenues de sport sont destinées à l'ensemble des classes du CP à la terminale. Une veste, un t-shirt de sport et un short sont vendus en pack à 50 ou 55 € en fonction des tailles. Et selon les classes, le maillot de bain peut être ajouté au pack. Et nous, on a plusieurs packs en fonction de ce qu'ils ont besoin. Certains ont déjà les tenues de l'année dernière, donc pas forcément besoin d'un nouveau t-shirt. Mais voilà, donc nous, on est là pour leur donner et fournir tout Monaco. Jusqu'au début septembre, nous, on sera encore là. Et après, ils pourront venir directement dans nos locaux à Fontvieille pour échanger ou reprendre une pièce s'ils en ont besoin, même en cours d'année. Ce code vestimentaire existe dans de nombreux pays. Il vise à renforcer le sentiment d'appartenance à une communauté éducative et à lutter contre la course aux marques, une habitude que les élèves semblent avoir bien acceptée. Ça ne me dérange pas, oui c'est bien. Pour moi, la tenue de sport monégasque représente beaucoup. Durant l'année scolaire, un réassort pourra être effectué sur les sites internet des 2 sociétés partenaires, car l'on n'est jamais à l'abri d'une grosse tâche ou d'un élève qui grandit très vite. Et si vous n'avez pas encore passé commande, vous pouvez aller directement voir sur place les différentes tenues dans la salle polyvalente de l'école Saint-Charles jusqu'au 2 septembre. Alors c'est vrai, nous vous parlons déjà de la rentrée, mais pas de panique, les vacances ne sont pas encore terminées et il est toujours possible de profiter de l'été. Les enfants de la Principauté ont d'ailleurs accès à une multitude d'activités proposées par le centre de loisirs Prince Albert II. Entre mer et montagne, 250 jeunes sont accueillis chaque jour par une grande équipe
équipe d'animateurs. Un reportage de Yannick de Bévert. La journée commence tranquillement pour les Ouistiti et les marmottes qui viennent de passer une nuit au centre de loisirs. Chaque semaine, sur la base du volontariat, des enfants peuvent choisir de dormir 3 jours au centre, avec leurs copains mais surtout sans leurs parents. Une manière de les accompagner vers une certaine autonomie. L'objectif du mini-séjour, c'est de les amener à être un peu plus grands. Donc je fais mon lit tout seul, je dois retrouver ma brosse à dents, me laver les dents tout seul. Les animateurs, bien sûr, sont là pour les aider, mais l'objectif, c'est de les faire un petit peu plus grandir. Le soir, c'est eux qui mettent le couvert. Là, aujourd'hui, par exemple, les enfants du mini-séjour vont élaborer leur repas du soir. Donc c'est vraiment l'activité de l'après-midi. Ils vont aussi faire leur goûter pour le reste de la semaine. Voilà, on les amène à grandir un petit peu plus et en collectivité. Et pendant que les maternelles finissent de se préparer, les élémentaires sont déjà sur le terrain prêts à se dépenser. Au programme, aujourd'hui du racball, un tout nouveau sport inventé sur la Côte d'Azur et qui entre complètement dans la volonté de la direction de diversifier continuellement les activités proposées. Le planning est construit vraiment en lien avec les objectifs et chaque activité est réfléchie pour développer l'épanouissement des enfants, l'autonomie, le respect à l'environnement et à l'autre. Le très grand terrain du centre de loisirs Prince Albert de Perché sur la commune de La Turbie offre un panorama époustouflant avec la Méditerranée en arrière-plan. Les infrastructures permettent d'accueillir confortablement chaque jour entre 200 et 250 enfants, gérés par une grande équipe d'animateurs. Qu'elle soit manuelle, intellectuelle, sportive ou artistique, chaque activité est pensée pour contribuer au développement de l'enfant, base immuable des objectifs pédagogiques du centre. On essaye au maximum de faire des petits groupes parce que sauf par exemple pour des grands jeux où évidemment le groupe entier est demandé, mais sinon pour la plupart du temps des activités manuelles ou les petites activités avec des intervenants, on divise les groupes pour que ça soit plus accessible pour eux et qu'ils ont plus de temps de faire les choses par exemple ou plus de temps tout simplement et que ça soit beaucoup mieux pour eux. Je viens de chanter la balade des gens heureux. Les années passent, mais certaines choses sont intemporelles. La balade des gens heureux. Formidable. En plus, on a des espaces extrêmement diversifiés, vous l'avez vu, des espaces terrain de sport, des espaces potagers plus ombragés, des espaces où on peut faire de grands jeux, une pinède à l'abri des grands arbres. Donc non, vraiment, on a beaucoup de chance, plus des bâtiments qui eux aussi sont suffisamment conséquents pour qu'on puisse y vivre aussi les jours de pluie ou de mauvais temps. Et quand ils ne sont pas au centre, les enfants descendent sur le territoire de la principauté pour d'autres activités non moins plaisantes. Ce que je préfère faire, c'est faire des chasses au trésor par exemple, ou faire des jeux, des danses. Bientôt, on fera un petit pestacle devant les parents. Le thème, c'est Jasmine. Et ce que j'aime au centre, c'est jouer avec mes copains. Natation au stade nautique Régnier 3, au gymnastique au Louis II. Les conditions d'accueil et d'accompagnement restent identiques pour le plus grand bonheur des enfants qui ne voient pas les jours passer. Le premier objectif, c'est leur faire passer de bonnes vacances parce que malgré tout, ils sont en vacances. Donc on essaye de chercher des activités pour convenir à tout le monde, que ce soit manuel, plus sportif, plus d'expression corporelle. Pour que tout le monde puisse s'amuser pendant la journée. La racine étymologique du mot animé, ça veut dire animos, en latin ça veut dire donner une âme. Pour moi, tout est là. Bien sûr qu'il faut qu'on soit qualitatif, bien sûr qu'il faut qu'on soit chaleureux, humain, accueillant, bienveillant, mais il faut aussi qu'on ait ce petit plus qui fait que vraiment chaque animateur, qu'il soit en potager, en musique, en danse, en expression corporelle, en atelier manuel, donne une âme au groupe. Et après 25 ans passés à la tête du centre de loisirs, c'est le dernier été pour Emmanuel Farino qui prend sa retraite.
Elle laissera derrière elle une équipe à son image, exigeante et dévouée, qui sera toujours là pour les enfants. On va continuer de toute façon dans ces valeurs qui sont là depuis plusieurs années en fait, hein, donc il n'y a aucune raison que ça change. Finalement oui, le nom changera, le nom de la directrice va changer, mais au niveau des valeurs qui seront divulguées au centre de loisirs, ça sera la même chose. Tout ça ne changera pas en fait, puisque ces valeurs sont les nôtres, celles que l'on porte et que l'on va continuer à transmettre aux équipes pour que les enfants puissent en bénéficier. Et, voilà, tout ça dans la bienveillance toujours. Donc, voilà. Des enfants qui ont en tout cas l'air d'avoir bien profité de l'été. Du 26 août au 4 septembre sur l'esplanade du Grimaldi Forum, vous pourrez découvrir l'incroyable spectacle du cabaret Delirious. Le montage des installations est d'ailleurs en cours, comme vous pouvez le voir sur ces images. Après le succès du spectacle bohémien en 2021, l'équipe de 8 Stars Monaco, dirigée par Nicolas Gelmoni, est de nouveau prête à vous transporter vers une nuit de fête envoûtante. Vous pouvez réserver vos places par email à réservation@8stars.mc ou par téléphone au 06 80 86 42 00. Cet été, le jardin animalier de Monaco a annoncé la naissance de plusieurs bébés volatiles, à commencer par celle d'un petit flamant rose. Une grande première qui ravit tous les soigneurs animaliers. Émilie Rousseau avait d'ailleurs reçu sur notre antenne Laurent Perronel, le directeur du jardin animalier. Alors, quelles sont les mesures mises en place pour aider les pensionnaires du jardin animalier à supporter les fortes chaleurs? La réponse tout de suite. Comment les animaux font pour supporter cet épisode caniculaire? Pour le savoir, nous avons contacté le directeur du jardin animalier de Monaco. Il est avec nous ce soir. Bonsoir Laurent Perronel. Bonsoir Émilie. Comment les pensionnaires du jardin animalier vivent cette canicule? Écoutez, ils le vivent plutôt pas mal. Contrairement à nous, c'est un peu plus difficile pour nous. Mais sinon, ils vivent bien. On fait tout pour qu'ils le vivent bien de toute façon. Donc, voilà. Justement, quelles sont vos solutions pour qu'ils supportent ces fortes chaleurs? On a vu des parcs animaliers distribuer des glaces à l'eau. Exactement, ça on le fait pour nos singes. Tous les jours, ils ont des petits glaçons avec des petits verres, des fruits, des légumes à disposition. Ils ont tous les pensionnaires du parc ont accès à des bâtiments en permanence, où il fait évidemment plus frais qu'à l'extérieur. Donc en fait, ils vont et viennent à leur guise. Donc s'ils ont chaud, ils s'isolent et ils ont toujours le choix de se soustraire à une chaleur trop intense. Vous veillez aussi à leur bonne hydratation en leur aspergeant un petit peu d'eau par exemple? Absolument, toutes les après-midi, en général, les cages elles sont mouillées et rafraîchies. On mouille aussi les animaux, les cochons qui adorent ça, être mouillés, les perroquets qui prennent leur douche régulièrement. L'hippopotame qui a son bassin, enfin tous les animaux qui ont des bassins, l'eau est changée régulièrement, elle est fraîche et ils peuvent s'hydrater et se rafraîchir à leur guise. Est-ce que vous avez réaménagé certains enclos ou déménagé des espèces pour qu'ils supportent mieux la chaleur? Non, pas du tout. On a juste déplacé, suite au décès de nos deux vieilles femelles pécaries en début d'année, les tortues géantes africaines qui étaient dans un enclos qui devenait exigu par rapport à leur taille. Elles ont quand même presque une vingtaine d'années, elles font presque 100 kilos. Donc elles ont été remontées dans un enclos supérieur du parc où elles ont 4 fois plus de place et où elles profitent, elles, du soleil parce qu'elles en ont besoin. Est-ce que les animaux ont leur propre technique pour se prémunir de la chaleur? Déjà, ils ont des poils pour beaucoup, contrairement à ce qu'on peut croire. En fait, ça les aide à thermoréguler leur température. Donc ils transpirent beaucoup moins que nous. Ils sont déjà tous plus ou moins plus habitués que nous à subir la chaleur. Et après, ils se mettent à l'ombre, tout simplement, quand il fait trop chaud. On s'aperçoit qu'au final, ils craignent pas plus que ça la chaleur, contrairement aux humains qui, eux, en souffrent malheureusement. Un petit peu plus. Rappelez-nous, Laurent, combien d'espèces résident au jardin animalier qui fêtera d'ailleurs ses 70 ans bientôt? Oui, exactement. En 2024, on fêtera les 70 ans du parc. Actuellement, on a à peu près 70 espèces pour à peu près 400 animaux. D'accord. Il y a eu des départs dernièrement, je pense aux ibis rouges, et puis des arrivées avec des nouveau-nés. Hein. Oui, alors les derniers, donc les 8 ibis rouges qui sont nés l'année dernière sont partis, donc 4 au Maroc, dans un grand parc et une volière qui fait presque 1 hectare. Et 4 sont partis la semaine dernière dans le Béarn,
au Zoo Exotic Park qui les présente dans des conditions tout à fait exemplaires dans une volière magnifique. Côté naissance, on a encore des ibis qui sont au nid, donc on ne sait pas exactement combien il y en a, mais on a 4 couples qui nichent. On a eu plusieurs espèces de canards qui ont reproduit. Et surtout, on a eu un petit flamand rose cette année, donc fait assez unique, parce qu'on a un groupe qui est très jeune, qui a entre 4 et 6 ans, et il n'y a que 12 individus. En général, pour avoir de la reproduction sur les flamands roses, il faut des grandes colonies. En fait, ces animaux qui sont très grégaires et qui ont besoin de se sentir en sécurité en grand groupe pour reproduire. Et on a eu la joie d'avoir un petit cette année, donc on est assez content et assez fiers. C'est ça la vocation du jardin animalier Laurent Peyronel. C'est un véritable lieu de vie pour les animaux. C'était le souhait du prince Régnier lorsqu'il a créé cet espace au pied du rocher. Absolument. C'est surtout à l'origine, on veut que nos pensionnaires, quels qu'ils soient, de la mygale à l'hippopotame, soient dans des conditions de confort le plus exemplaires possible. Alors certes, on n'a pas beaucoup de place dans la mesure où nous avons qu'un hectare. Donc on prend des espèces, on accueille des espèces de petite taille qu'on loge dans des grands volumes, donc hormis l'hippopotame qui est là depuis maintenant une quarantaine d'années et qui va finir sa vie ici parce que c'est compliqué de placer un hippopotame. Toutes les espèces sont placées dans des conditions de vie qu'on essaye de faire en sorte qu'elles soient le plus optimum possible. Très bien, eh bien, merci beaucoup Laurent Peyronel d'avoir été avec nous ce soir pour évoquer ensemble comment les animaux supportent cette chaleur et puis longue vie au jardin animalier. Exactement. Je vous remercie Émilie, bonne soirée à tous. Et paraît-il que d'autres naissances ne devraient pas tarder à arriver au jardin animalier, dans la lignée donc de la venue au monde de ce bébé flamand rose. Demain, nous allons célébrer la journée mondiale de la mode. C'est l'occasion de mettre en avant l'art de la mode et de partager ses différents points de vue. Nous vous avons posé la question « Suivez-vous la mode ?» Voici vos réponses au micro de Sarah Monnier. On suit sur, par exemple, s'il y a des célébrités qui... Comment on voit comment ils s'habillent et on voit si on aime et on essaie de trouver à peu près pareil niveau vêtements. Oui, en fait on s'inspire un peu de tout le monde, de nos amis et voilà. C'est une relation assez simple, si compliquée de la même façon parce qu'en fait j'adore créer moi-même les styles. Je ne suis pas trop sur les tendances, je préfère faire un peu de recherche, comme par exemple des bracelets particuliers achetés en Inde, ou vintage shop, voilà, c'est plutôt ça mon domaine. I express myself by the way I dress, try to make myself look younger. Doesn't always work, but yeah, I enjoy it, yeah. Nous avons un lien spécial puisque notre fils a fait une grande école à Milan sur la fashion et donc effectivement on connaît pas mal de designers, de couturiers. Il faut toujours trouver le vêtement qui convienne à notre morphologie. Il ne faut pas se lancer dans des vêtements qui sont pas, qui n'iraient pas quoi en fait par rapport à notre taille, notre poids, etc. quoi. I think that fashion is a way of expression. So you express yourself by what you use, and I think that's beautiful. It's a way to communicate yourself, like people see what you're wearing before you get into them. So I think this is an amazing thing. Il est l'heure de refermer cette édition avec les prévisions météo d'Alexandra Pani pour ce dimanche. Bonsoir à vous Alexandra. Bonsoir Julia, bonsoir à tous. Une journée plus nuageuse est prévue ce dimanche. Le temps sera majoritairement couvert, mais le soleil tendra quelques percées dans la journée. L'index UV atteindra quand même 7, donc n'oubliez pas votre crème solaire. Et l'on fêtera les Christophe en ce 21 août. Pour finir, découvrez les clichés de notre photographe Michael Alési. Il s'est plongé au cœur des essayages des futurs uniformes des élèves de la Principauté. Merci à vous de nous avoir suivis en ce samedi 20 août. Merci également à toute la partie technique qui nous permet de réaliser ce journal chaque soir. Quant à moi, je vous retrouve demain pour le best-of de la semaine. En attendant, très bonne soirée sur Monaco Info.